Philippe Barbedienne, vous êtes sylviculteur, mais on vous connaît aussi et surtout en Gironde comme président de la CEPANSO Gironde. C'est une importante association de protection de l'environnement que je rappelle si jamais ceux qui nous regardent ne le savent pas. Et puis j'invite également Marc Villetorte. Vous êtes sylviculteur et administrateur du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, CISO, on parlera souvent cet acronyme, ça ira plus vite. Oui, on peut dire CISO, ça y est, on l'a traduit. Essayer de faire rapide. Alors, on connaît tous les services économiques de la production de bois. Il y a d'autres productions en forêt. Il y a également la production de champignons, la production de fruits. Il y a également la gestion des baux de chasse. Tout ça, ce sont des revenus qui peuvent rentrer dans la caisse des propriétaires. Il y a des services sociétaux qui sont différents. J'allais dire, l'ouverture de la forêt au public, la promenade, la balade, la contemplation, l'observation ou la photographie. Tout ce qui est loisir. Hein, tout ce qui est loisir, photographie naturaliste, la chasse également. La chasse. Tout ça, ça rentre dans les services sociétaux. Puis ensuite, il y a une multitude de services environnementaux. Alors là, c'est plus difficile à ne pas en oublier. Vous avez déjà la forêt, c'est un réservoir de biodiversité. C'est dans la forêt qu'on trouve le plus de biodiversité en France, en dehors des zones humides. Dans les zones humides également, il y en a beaucoup. Mais tout simplement parce que la forêt est moins impactée par les pratiques humaines que par exemple, les terres agricoles qui sont bouleversées chaque année au moment de la préparation des récoltes et au moment des récoltes. Donc la forêt est un réservoir de biodiversité à des degrés différents en fonction de la nature des boisements, de la nature des peuplements et de la gestion qui s'y applique. La forêt joue un rôle essentiel en termes de filtration de l'atmosphère, ça réduit les pollutions, ça réduit également la pollution des eaux, ça freine les ruissellements en surface. Quand il y a beaucoup de précipitations, la forêt et les racines des arbres et le sous-bois freinent le déplacement de l'eau. On a des crues moins dévastatrices et qui érodent moins le sol. La forêt a également un rôle essentiel en termes de climatisation. Il fait toujours beaucoup plus, en période de canicule, il fait plus frais sous les arbres, tout simplement parce qu'il y a l'évaporation de l'eau qui est puisée dans le sol par les racines qui rafraîchit l'atmosphère, donc ça joue un rôle de climatisation. On a parlé ici beaucoup des tempêtes, mais même de la grêle. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous en tenez compte ? Ah ben absolument, mais on est obligé de faire avec, parce que les tempêtes ou la grêle, là, il n'y a pas de prévention possible. On est obligé de réagir a posteriori. Ensuite, il y a un autre danger qui menace la forêt, globalement, pas que dans les Landes de Gascogne, c'est la modification du climat, c'est le réchauffement climatique, et qui va entraîner tout un tas d'autres risques, notamment aggravation des risques d'incendie de forêt. Mais il y a aussi un risque sur la pérennité des peuplements. Vous avez des essences d'arbres qui souffrent plus ou moins en fonction des terroirs, en fonction des territoires, et vous avez des arbres qui n'arrivent pas du stress hydrique. À encaisser la chaleur. Voilà. On parle aussi beaucoup, là, en ce moment, évidemment, sur cette partie qui a brûlé, du risque qu'il y aura, du risque sanitaire, de la prolifération de certaines maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce secteur qui a été très touché par les incendies, est-ce qu'on s'inquiète de ça plus qu'avant ? Alors, je pense qu'on s'inquiète plus qu'avant. Il y a une prise de conscience chez un certain nombre de propriétaires. Ce qu'on sait, c'est que les forêts monospécifiques sont plus fragiles aux attaques des ravageurs, aux problèmes sanitaires. Donc la parade pour ça, c'est de faire en sorte d'avoir un peu plus de mélange dans les peuplements, de façon à avoir une forêt plus résiliente en matière de risques sanitaires. Sur les risques sanitaires, Marc ? Il y a les sylviculteurs, ils réfléchissent avec l'aide des scientifiques, bien entendu, puisqu'on est conscient du réchauffement climatique. On sait que c'est un sujet qui va être important dans le futur, et nous faisons des recherches. Mais nous sommes aussi contraints par le milieu naturel qui nous entoure. Nous devons composer avec le sol que nous avons ici, qui est un sol pauvre et acide. Donc jusqu'à maintenant, on a trouvé que le pin maritime était l'essence la plus adaptée. C'est celle qui arrive le mieux à s'implanter et à grandir. Les essais qu'on a pu faire sur d'autres essences n'ont pas été concluants jusque-là, puisqu'il y a des essais qui ont été faits dans des arboretums, et on voit que c'est le pin le plus adapté. Philippe Barbedienne, vous partagez cet avis, c'est le pin et que le pin ? Alors, non, c'est pas que le pin. Je partage l'avis sur le fait que le pin est une essence particulièrement adaptée à la fois à notre territoire et à notre climat. Le pin a une grande latitude d'adaptation, et le climat pourra encore se réchauffer, il y aura encore des pins dans le massif des Landes de Gascogne. Par contre, dans les essences d'accompagnement, il faut être très prudent. Je sais qu'il y a actuellement, j'allais dire une mode, mais c'est une mode positive qui veut qu'on veuille introduire des feuillus, mais il faut faire attention à ne pas introduire n'importe quoi, à savoir que pour la biodiversité, et la biodiversité est très importante pour le massif, pour la biodiversité forestière, il faut que ce soit des essences qui est cohérentes
évoluer avec j'allais dire, nos micro-organismes locaux, nos champignons locaux, nos insectes locaux. Et pour ça, il faut absolument bannir les exotiques. Alors, je pense en particulier à l'eucalyptus, qui est à rayer complètement. Qui est pourtant testé en ce moment, on est d'accord. Oui, mais c'est une catastrophe du point de vue du risque incendie de forêt. Ça appauvrit le sol. Vous n'avez aucune biodiversité dans les peuplements d'eucalyptus. Ça pompe beaucoup d'eau et ça prend feu avec une facilité déconcertante. Donc l'eucalyptus, c'est surtout l'espèce à bannir complètement. Ouais. Bruno Lafont, une réponse sur l'eucalyptus, parce qu'il y a des essais en ce moment. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous les défendez? Est-ce que c'est une erreur? Je vais sûrement vous surprendre, mais c'est avec Philippe Barbenienne, c'est sûrement le point sur lequel on est entièrement d'accord. Nous, on ne veut pas de l'eucalyptus ici. On a trouvé un soir, c'est mais il y a autre chose que je voudrais signaler, c'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le risque sanitaire, pour nous, ça nous inquiète. Et donc, nous avons prévu, et nous avons mis en place depuis quelques années, un fonds spécial, et on fait tourner un satellite ici pour surveiller la mortalité des pins maritimes, pour qu'on puisse l'arrêter le plus vite possible. Contrairement, une fois de plus, ça ne se voit pas. Mais là, on est excessivement moderne, et les forestiers ont payé, dans ce massif des Landes de Gascogne, pour prévenir un risque d'attaque particulier. Et donc, avec tous ceux qui sont dans le massif forestier, privé, public, on travaille à cette surveillance. Pour l'eucalyptus, je vous ai donné la réponse, il l'a très bien argumenté, oui. Nous n'irons pas au-delà. Philippe Barbedienne a précisé aussi, j'ai bien compris que la monoculture, ça a accentué ce risque tout à fait. sanitaire. Donc on en est conscient. Nous sommes, c'est d'ailleurs pareil pour la DFCI. Dès le début, nos anciens, c'est pour ça qu'ils avaient créé ce système. Et là, on a fait pareil pour le sanitaire, après les grandes tempêtes, parce qu'on savait qu'il y aurait un risque. On va revenir sur Ces arbres sont secs, alors il s'agit essentiellement d'épicéas, donc qui ont subi ce qu'on appelle un stress hydrique lié donc au réchauffement climatique, donc aux baisses des précipitations. Et donc ce stress hydrique les a affaiblis et les a rendus vulnérables à un parasite qu'on appelle le scolite de l'épicéa, donc qui va s'attaquer, donc qui est un insecte qui s'attaque donc à des arbres affaiblis, en les colonisant, donc en perçant leur écorce et en s'y introduisant et en les colonisant par des galeries de ponte. Et donc voilà. Et donc comme effectivement donc la sève circule sous l'écorce, donc l'arbre est asphyxié et donc meurt. Voilà, très rapidement. La seule défense de l'épicéa attaqué, c'est de repousser l'attaque de l'insecte par sa sève. L'insecte, il fait un trou plus petit qu'un diamètre de 1 mm et pour se défendre, l'épicéa pousse sa sève vers l'extérieur et rejette donc l'insecte. Mais comme l'hygrométrie est trop faible, on n'a pas assez de pression pour le ressortir. Une forêt pour un forestier, c'est surtout une forêt qui vit bien. Alors quand on voit des peuplements en souffrance comme ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Alors c'est le résultat d'une vie, d'un contexte mondial, c'est le résultat aussi d'années de travail de forestier. C'est peut-être des comportements à adapter. Le forestier va s'adapter de toute manière. Sa forêt, elle sera là où elle était très productive à un moment donné, elle va le devenir moins. Elle sera plus axée sur sa résilience et les rôles qu'elle apporte par rapport à l'eau et puis la respiration de chacun. Les forêts ont toujours été là, elles ont toujours su s'acclimater à des contextes climatiques. On a eu les glaciations, on a déjà eu des réchauffements climatiques. Le problème là, c'est l'effet d'accélération. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'accélération du réchauffement climatique se fait 10 fois plus vite que la capacité des arbres à s'adapter. La problématique, elle se situe là. Donc, soit il y aura une prise de conscience mondiale qui fera qu'on arrivera à trouver des solutions pour abaisser notre production de CO2,
soit on va avoir une difficulté collective à gérer. Et la forêt est un pilier central des solutions qu'on peut apporter en termes de réduction du CO2 dans le monde. Mais ce n'est pas la seule solution. Enfin, là, je me place un petit peu au-dessus. Et je crois qu'aucun forestier n'a la vraie réponse à tout cela. Mais mon petit côté optimiste me dirait que j'espère qu'on va trouver les solutions tous ensemble. La forêt de Chantilly a été léguée par le duc d'Aumale à l'Institut de France, qui est donc depuis son propriétaire. C'était en 1897. Elle s'étend sur 6300 hectares et donc 18 communes. Sa gestion est axée autour des principales fonctions qu'elle remplit pour la société, à savoir d'abord économique. Elle a été créée par l'homme depuis plus de 800 ans pour produire du bois, dont la vente sert à financer le renouvellement de la forêt, mais également des fonctions de chasse. Elle est héritée des ducs de Condé, qui étaient de grands passionnés de chasse, de vénerie en l'occurrence, et c'est ce qui a façonné vraiment nos paysages. Elle a une fonction récréative. Les gens en ont un grand besoin pour s'y ressourcer et y retrouver le calme. Et elle a aussi un intérêt écologique, puisqu'elle fixe le carbone. C'est un fantastique réservoir de biodiversité et elle filtre l'air, mais aussi l'eau. Enfin, caractéristique de notre territoire, elle accueille chaque jour 2500 chevaux de course qui s'y entraînent quotidiennement donc. Et lorsque l'on regarde autour de nous, nous voyons un très grand nombre de chênes qui dépérissent. Qu'est-ce que c'est que le dépérissement ? Eh bien, il suffit de regarder derrière. On voit des arbres déjà d'un beau diamètre, 50, 60 cm, qui en fait, au sommet de leur houppier, donc le haut des branches, présentent un très grand nombre de branches sèches, sans feuilles. C'est le symptôme typique donc, du dépérissement. Ce dépérissement a été observé il y a déjà une dizaine d'années, mais il s'accélère régulièrement avec le réchauffement climatique. Ensuite, la répartition de la pluie est différente. Si on a encore sur l'année la même pluviométrie, on se rend compte qu'en été, il ne pleut quasiment plus. Donc, ajouté à un sol qui est assez léger, sableux, les arbres ne peuvent plus donc se nourrir et on a donc ce phénomène du dépérissement qui s'accélère. Courant 2019, un certain nombre d'associations environnementales comme la SAFEC, la P3F, la PTF, donc ont dialogué avec l'Institut de France, avec l'ONF, pour, à partir de ce constat partagé de l'accélération du dépérissement, de proposer donc l'aide au niveau de bénévoles qui aiment cette forêt et qui étaient prêts à contribuer au programme de recherche-action Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly. Donc à partir de janvier 2020, j'ai eu la chance de coordonner donc, ces premiers bénévoles, nous étions une vingtaine, et nous sommes aujourd'hui, en juillet 2022, à plus de 330 bénévoles qui donc apportent chaque semaine, chaque jour, leur contribution aux travaux de recherche pour accompagner donc, les gens de l'INRAE, les gens du Parc naturel régional Oise Pays de France, pour accompagner les forestiers et bien entendu sous la direction de l'Institut de France, donc avec des ICOPO.
La grosse opération, évidemment, qui a mis les bénévoles à contribution, a consisté à faire des prélèvements de sol tous les 70 mètres sur les 6300 hectares donc, de la forêt. Ces 13 000 points, en fait, ont été donc prélevés. Ça a duré plusieurs mois, puisqu'on a démarré fin mars 2022 et que nous venons de terminer, là, à la fin juillet. Sur chaque point, nous avions 2 prélèvements à faire. On mélangeait le sol pour avoir un échantillon représentatif. Ceci était ensaché avec des numéros de référencement. Ensuite, on a fait du tamisage pour avoir un sous-échantillon qui est en cours d'acheminement sur un laboratoire d'analyse à Bordeaux, de manière à mieux connaître la variation du sol sur tout le massif forestier. Le but, c'est d'ensuite pouvoir les passer au spectromètre infrarouge. Et en fait, le spectromètre va nous permettre d'avoir des spectres qui vont être traités ensuite pour pouvoir faire la cartographie. On va avoir une cartographie fine des caractéristiques du sol. Et ça va pouvoir nous permettre de faire un lien avec le dépérissement, d'avoir un lien sol-arbre. Et en fait, toutes les données qui vont être récoltées dans ces études, elles vont pouvoir être croisées les unes aux autres. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une bonne connaissance de la forêt et d'essayer de trouver des solutions. Nous sommes sur un dispositif expérimental qui a pour objectif de mieux connaître l'effet de certains insectes sur la valeur marchande des grumes de chêne. La grume étant donc le tronc marchand du chêne. Alors ici, donc, derrière moi, sont entreposés une trentaine de troncs qui ont des insectes présents donc, en cours de développement. Une dizaine d'arbres sont des arbres que l'on considère comme étant des arbres sains, sans insectes. 11 arbres sont supposés être attaqués par un insecte qui s'appelle la grille, et les 12 autres par 2 ou 3 espèces d'insectes, les scolites, les platides et les agriles, qui peuvent donc déprécier la valeur marchande des bois. Ce dispositif est en place depuis mars 2022. Nous avons disposé donc sur chaque tronc des petits filets qui permettent donc, qui empêchent les insectes de s'échapper lorsqu'ils sont sortis et donc en tant qu'adultes. Et sous chaque filet, il y a un petit réceptacle, un petit bocal avec un liquide attractif qui va attirer donc ces fameux insectes. Nous avons un bocal au tronc, au pied du tronc, 2 bocaux au milieu et un bocal donc sur la cime potentielle de la grume. Nous sommes passés chaque mois depuis avril, mai, juin. Nous sommes passés la semaine dernière ici et nous reviendrons encore en octobre pour faire ces prélèvements d'insectes qui se développent dans le tronc. Depuis 1990, la température moyenne a augmenté de 1,5 degré Celsius à Chantilly. Et donc c'est une variation de chaleur qui est inédite pour ces arbres qui du coup souffrent vraiment du manque d'eau. Et les premiers résultats et simulations nous amènent à craindre que nous aurons le climat d'Albi ici en 2070. Pour autant, nous ne nous avons pas vaincus. On ne pourra pas reconstruire une forêt comme nous la connaissions, mais l'on souhaite la garder vivante et donc on va amener des espèces qui sont adaptées au climat du futur et qui vont se relayer dans le temps pour garder un couvert continu à travers la forêt. D'une façon très générale et d'une façon particulière, intime. Moi, comme beaucoup de gens, de personnes, j'ai été éduqué par l'environnement, par les arbres, par la prairie, par tout ce qui est autour de nous. Et autour de nous, il y a des choses merveilleuses. Toutes ces forêts plus belles les unes que les autres, voilà, ça fait un peu peur, parce qu'elles souffrent. Et elles souffrent, on ne le voit pas, des houppiers jusqu'aux racines des arbres. Ben voilà, il y a un équilibre qui devient fragile. Le chêne résistait, non pas face au roseau, mais il était robuste. Maintenant, il n'est pas robuste. Et d'année en année, le mal qui est autour de lui s'accentue. Donc cette forêt, il faut continuer à rêver, parce que c'est le territoire des rêves, la forêt. Je voudrais que quand on continue à penser, à rêver des beaux arbres, que ce soit une source d'inspiration.
La forêt, quand on parle de mystère, c'est un mystère qui est à côté de nous, qui est ouvert. Et donc, le cinéma, vous savez, le cinéma, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre d'autres perspectives. D'un seul coup, on a un regard un peu plus précis, perçant. Et on s'aperçoit, parce que bien souvent, on est un peu bousculé par la vie. Et quand on va dans la forêt, on ne peut pas être bousculé. On a besoin de respirer, on a besoin de contempler. Et quand on contemple d'autant plus ces beautés envahissantes, formidables, pour le bien, on s'aperçoit que les choses que l'on ne voit pas sont terribles. Et on peut croire que nous allons être vigilants et qu'on va employer des moyens comme l'homme. L'homme connaît, invente des choses. Donc inventons un panorama qui vit, qui continue à vivre, pourvu qu'on lui prête assistance. Donc tous les travaux que vous menez, cette attention constante, il faut qu'on soit avec vous. Et nous le sommes. Nous le sommes parce qu'on est ému, on est sensible à tout ce qui vous entoure, mais aussi on veut être aussi le gardien de tout ça. Et le gardien de choses nouvelles, le gardien de ces champs de liberté qui représentent toute cette magnifique nature, tant qu'on sait la protéger.